Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Catherine Ghosn, Médiation télévisuelle et représentation de la diversité, 2015. Touria Guaybess, dire Cadrage journalistique des révolutions arabes dans le monde, 2015. Fatala DAGHMI, Farid Toumi, Abderrahman AMSIDDER dire Médias et changements. Forme et modalités de l'agir citoyen, 2015. HBANGALI6, André à la France, Linda Saadaoui, dire Communication et société en crise, savoir y entrer, pouvoir en sortir, 2015. Jean-Claude Domanget, Valérie Laroche, Marie-France Perlon dire Reconnaissance et temporalité, une approche infocommunicationnelle, 2015. Aïssa Mera et Vincent Meyer dire Communisation publique et territoriale au Maghreb, 2015. Sylvie P.Alemano dire Communication organisationnelle, management et numérique, 2014. Linda IDJE accent aigu RAOUI Ravez et Nicolas Pélissier dire Quand les traces communiquent. Culture, patrimoine, médiatisation de la mémoire, 2014. Préface, quelques spécificités africaines dans l'éducation aux médias. Regards historiques et introductifs. Annie Lenoble-Barre. Mika, Université Bordeaux-Montaigne. D'emblée nous voulons inscrire cette préface dans une réflexion de longue durée, Monsieur Viviorca 2013, et dans un parti pris d'interdisciplinarité, d'inscription en sciences humaines et sociales, qui se donne pour tâche d'écrire et de dire le réel, Enville 2014, 4, sans volonté aucune de théoriser ou de privilégier une discipline, mais dans un souci de transversalité dans le sillage de cette transdiscipline née de L', Association du numérique et des sciences humaines et sociales, PAFour 2013. Pour ce faire, nous nous abritons derrière l'expertise de Michel Serres, 2013-46. Nous n'avons pas un besoin obligatoire de concept. Parfois pas toujours. Nous pouvons nous attarder aussi longtemps que nécessaire devant les récits, les exemples, les singularités, les choses elles-mêmes. Pratique et théorique, cette nouveauté redonne dignité au savoir de la description et de l'individuel. Notre analyse dans un contexte de subjectivité assumée, part du terrain, immergé que nous sommes dans un milieu éducatif et en Afrique. Il nous semble que la dimension d'interculturalité est fondamentale pour une éducation aux médias, dans un respect et une compréhension des valeurs diverses qui se rejoignent dans une véritable éthique. Notre enseignement à l'Université nationale du Rwanda, avec, en parallèle, des recherches pour une thèse sur les médias locaux, a complété notre initiation à la production et à la réception des médias en Afrique. Notre expérience pédagogique et familiale nous semble apporter une sensibilité supplémentaire aux thèmes abordés, nous éloignant du jargon triomphant, Enville, 2014, nous rapprochant de la démarche de Pierre Rosanvallon, professeur du Collège de France, qui a lancé une nouvelle collection Raconter la vie, édition du Seuil, et un site internet participatif, bit.ly/incatecamo parenthèse fermante. Lui aussi cultive cette inscription dans la profondeur historique, tout en restant proche de la réalité prosaïque. Jacques Fontanille, ancien professeur de sémiotique et directeur de cabinet de Geneviève Fioraso, alors ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, conseille de tenir un discours plus proche de l'essai que de l'ouvrage technique. Le contenu des sciences humaines et sociales doit, au rebours de ce qui se faisait dans les années 1970 à 1980,
pouvoir s'exprimer sans la technicité qui la produit. Inenville 2014, 4. Ce qui n'est pas antinomique d'une démarche scientifique. Sans prétendre nous comparer à lui, nous revendiquons cette longue observation des évolutions des techniques médiatiques pour nous, telle que vient de la publier Michel Serres avec ce sous-titre « Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer », Monsieur Serres, 2013-82, même si nous ne partageons pas toujours son optimisme inconditionnel, souvent de mise en Europe quant au miracle des technologies. Et si son ancrage est de part et d'autre de l'Atlantique, le nôtre est de part et d'autre de la Méditerranée. De l'usage des médias dès l'enfance. Au nord, les enfants sont entourés de médias dès leur berceau. Un éditeur comme Bayard Presse n'a eu de cesse d'élargir sa gamme de productions écrites, ne serait-ce que pour compenser l'érosion du lectorat des adolescents, jusqu'à englober les bébés. Poppy ciblait déjà les 1 à 3 ans, mais il a été doublé par Poppy Doudou qui vise les 0 à 3 ans. Parallèlement, les 2 ans se sont vus proposer Tralalire ou Babar, alors qu'auparavant seul le célèbre Pomme d'API était disponible pour la jeune classe. Milan Presse est peut-être plus réaliste en donnant comme limite inférieure 9 mois, Picotti. Les livres pour le bain ou le lit sont innombrables, mettant les enfants en contact dès leur plus jeune âge, avec une culture de l'écrit et de l'image. Parents, grands-parents, nounous se servent de ces supports, initient au code utilisé, et quand ils ne sont pas disponibles, ils mettent leur progéniture devant des écrans, télévision ou jouets, et plus récemment, tablettes plus ou moins adaptées à différents publics, dont les pédopsychiatres analysent les avantages et les risques, mais qui génèrent une véritable culture de l'écran, LJANKEVICIUTE, 2011. Un peu plus tard, mais de plus en plus tôt, les smartphones font partie de la panoplie de tout scolarisé. En France, fin 2013, selon Médiamétrie, un Français sur 2 de plus de 15 ans en était équipé. Bref, il est impossible d'échapper à un entourage médiatique omniprésent pour un occidental. Et depuis longtemps se posent des questions quant à cette fréquentation. Un dossier, Jeunes et médias, déjà en 1992 notait d'emblée. Fascination pour la télévision, vulnérabilité particulière à l'égard de phénomènes tels que la violence, tension avec les exigences de la scolarité, déclin de certaines formes de contenu, boulimie à l'égard de la publicité, etc. Les questions relatives à la particularité du public jeune dans son rapport aux médias sont décidément aussi foisonnantes qu'elles génèrent de terribles polémiques dans tous les milieux de la société. Comme en écho, Eugénie A.W., lors d'une formation de communicateurs catholiques africains à Dakar en 2004, disait « Les contraintes de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui dépossèdent de plus en plus la famille de son rôle. La société avec ses contraintes quotidiennes et une pauvreté qui touche de plus en plus de ménages bouleverse le sens même qu'avait l'enfant déjà dans l'environnement traditionnel africain et désormais dans notre univers spirituel. Il y a une déstructuration, un éclatement de la famille africaine. À maints égards, l'enfant semble un fardeau dont on se débarrasse sur l'école, sur le terrain de foot et de plus en plus la rue. Il est aussi un fardeau qui vient déranger profondément nos visions de la société, des relations, nos approches traditionnelles. Comment maintenir dans un lien de domination ou de subordination? Comment maintenir à l'intérieur parce que c'est comme ça, une fille qui a tant d'images sous les yeux? Mais comment l'aider aussi à donner un sens, une cohérence à la contradiction permanente des images, à leur violence? Dans de nombreuses familles, un phénomène nouveau apparaît, la radio et la télévision devenant les nouveaux maîtres des esprits, ceux des parents comme des enfants, s'y ajoutent les images permanentes de la publicité. Par-delà les constatations contenues dans ces 2 citations qui se rejoignent quelque peu, la situation est cependant différente au Sud, même si les évolutions sont rapides et tendent à atténuer les distorsions, tout le monde se donnant rendez-vous sur le continent numérique. D'abord les médias y ont été importés brutalement, parallèlement à l'évangélisation, à la scolarisation, qu'elle soit missionnaire ou étatique. Les journaux ont été introduits dans des cultures qui étaient plus marquées par l'oralité qu'au Nord, où l'écriture avait imposé ses modes de pensée depuis fort longtemps. Et même si dès le départ on a publié des contes ou des proverbes locaux, la matière était nouvelle, avec les codes d'un journalisme conçu ailleurs, titres, intertitres, hiérarchisation du contenu, etc. La circulation de cette production s'est limitée aux alphabétisés,
en nombre beaucoup plus restreint, même encore, que dans les pays de naissance de la presse d'où venaient les journalistes, missionnaires américains ou européens, colons d'Europe, ALENOBLEBART et Agitudesque 2008. On a bien incité à la lecture à haute voix dans les veillées familiales par ceux qui savaient lire, mais le rapport personnel à l'écrit, à l'information est resté marginal. En 1881, au moment où les pères blancs introduisaient cet apprentissage dans les orphelinats d'Afrique des Grands Lacs, un missionnaire notait déjà, la réponse étant contenue dans la question. Nous n'avons pour cette classe que des tableaux sur lesquels les artistes ont essayé d'imiter les caractères de l'imprimerie. Nos écoliers déchiffrent assez bien ce bas primitif, mais nous nous demandons si quand nous leur mettrons sous les yeux un livre imprimé, ils ne se trouveront pas en face d'un inconnu. La thèse de Roger Herman 1983-199 sur ce point est claire. L'école bouleversait et finalement, préparait la désintégration totale de l'ensemble culturel de la population. Un préjugé a eu la vie dure. Les populations illettrées devraient être touchées par l'image à défaut de pouvoir l'être par l'écrit. Pour prendre l'exemple que nous avons étudié au Rwanda, l'Église catholique y a fait des tirages massifs d'affiches depuis 1967, surtout à l'occasion de la journée annuelle des moyens de communication sociale, pour justement éduquer aux médias. 10 ans plus tard, l'Office rwandais d'information, équivalent d'un ministère, a produit une première affiche pour inciter à l'écoute de Radio Rwanda tandis que le projet Pilote forestier, fruit de la coopération rwando-helvétique lançait, lui aussi, une campagne d'affiches pour soutenir son action contre la déforestation à l'occasion de la journée de l'arbre. Nos enquêtes auprès de dessinateurs mandatés par des ONG ou par l'État, le ministère de l'Agriculture en particulier, pour des campagnes de sensibilisation par affiche auprès de populations rurales rwandaises, Abar, 1980, ont démontré qu'elles reposaient sur une erreur d'appréciation. Une éducation au décodage de l'image est aussi importante qu'un apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pourtant les efforts de contextualisation étaient indéniables. Par exemple, les jeunes mères étaient dotées du bandeau de la maternité dans les cheveux, en usage dans le pays, quand on voulait les cibler. Mais même les traits obliques pour simuler la pluie n'étaient pas décodés pas plus que les flammes du feu. A fortiori le croissant de lune pour situer une scène la nuit, était plus pris pour une faucille, très utilisée par les agriculteurs, que pour ce qu'il était censé symboliser, le braconnage. Ne parlons pas de la lecture des slogans même s'ils pouvaient être aussi en Kinyarwanda, si tu coupes un arbre, plante-en deux. Bref, si les destinataires n'avaient pas fréquenté au moins 4 ans l'école, les messages tombaient à plat. Et même si les affiches étaient placées dans des endroits stratégiques, elles n'étaient même pas remarquées. On peut rapprocher ces constatations de réactions d'enfants soumis à la télévision scolaire nigérienne. Avant je voyais, mais je ne regardais pas. Maintenant je vois et je regarde. Ina bien fait 1974-149. Ce dernier cas nous fournit un autre contre-exemple d'inadéquation possible d'un média avec la culture ambiante. Il s'agit pourtant d'un domaine essentiel dont l'étude interdisciplinaire qui reste à faire eût enrichi la substance des messages. Le monde sonore en Afrique est très important, les onomatopées, les percussions abondent, mais nous n'avions pour les adapter aucun linguiste, aucun musicologue et aucun spécialiste du son. Nous avons bien sûr utilisé de la musique africaine, très souvent, mais sans savoir jamais quel type de résonance et de connotation cet apport impliquait pour les enfants. Et sans pouvoir imaginer le genre d'interférence que ces injonctions musicales provoquaient dans le décodage de nos messages. Autre postulat. Dans un continent de l'oralité, la radio est le média le plus adapté. Certes, il est effectivement moins en décalage avec d'autres moyens d'information et surtout sert d'instrument de divertissement incontournable, Agitudesque 2002-2003. Cependant, là encore, si on importe des standards conçus ailleurs ou suivant d'autres formats, l'incompréhension ou la déformation des messages guette, car ils n'entrent pas dans l'univers culturel des auditeurs. D'où l'intérêt des radios communautaires montées sur place, dans les langues locales, faisant intervenir des gens de terrain qui utilisent un langage connu. L'interactivité tend à limiter les incompréhensions qui pouvaient surgir avec des traductions difficiles de termes venus d'autres cultures, en particulier dans le domaine politique. Conclusion. Alors qu'au nord les enfants baignent beaucoup plus qu'au sud dans un univers massivement médiatisé,
on ne cesse pourtant d'y démontrer la nécessité d'une éducation aux médias. Elle est donc d'autant plus indispensable là où cette imprégnation est moindre. De la nécessaire éducation aux médias. Chaque média a ses codes, ses mécanismes, son agenda et il est nécessaire d'en faire un apprentissage. À l'heure actuelle, la facilité avec laquelle les jeunes manient les technologies de l'information et de la communication pourrait faire penser qu'il est désormais superflu de passer par cette étape. Pourtant, le livre a, en son temps, provoqué les mêmes interrogations que les outils numériques aujourd'hui. Sans doute a-t-il fallu que des tuteurs bienveillants accompagnent les premiers lecteurs des codex. Un souci commun nous semble réunir les continents. La masse sans cesse plus grande d'informations disponibles, infobésité, fait courir un risque énorme de désinformation ou de cyberdépendance. Donner les clés pour faire un tri raisonné, en légitimant des sites pour en dénoncer d'autres, hiérarchiser et valider les connaissances à acquérir est indispensable. Un accompagnement est donc nécessaire, et un consensus se fait jour pour constater que l'abandon de la télévision scolaire en Afrique, utopie, Monsieur Egli 2007, est lié certes à des questions techniques, linguistiques et plus encore politiques, mais aussi à un défaut d'encadrement par des ethnologues qui auraient pu mieux contextualiser la production des émissions. Problème qui fait s'interroger sur les multiples utilisations du téléphone portable dans les projets éducatifs, M-Learning, puisque si l'Afrique manque de professeurs, elle ne manque pas de mobiles. PMENK OUE 2014. Un accord se dégage sur cette proposition quel que soit le média. Plus il y aura de machines et plus il faudra de personnel local, surtout si l'on veut un enseignement personnalisé comme la demande le suggère. Et pour éviter un nouvel échec, l'e-learning cultive la préparation du terrain, le suivi et le retour sur les apprentissages. En fait, des fondamentaux sont toujours d'actualité et une approche peut se faire par un journal d'école, quel que soit son support. Il a l'avantage de conjuguer éducation aux médias et par les médias. Jacques Gonnet, alors directeur du Clémy, écrivait à son propos en 1992. Développer l'esprit critique pour le mettre au service du pluralisme des idées, de la tolérance et de la démocratie, s'apprend peu à peu et pas d'un coup. Nous pensons qu'un enfant qui prend le réflexe du lecteur de presse petit, lira la presse et s'intéressera à l'actualité quand il sera adulte. Au-delà, comme le suggérait Eugénie A.W. lors du séminaire de formation déjà évoqué, l'éducation aux médias permet de développer des outils d'évaluation de la qualité de l'information, de repérer sa source et d'être mieux averti face aux séductions de la rhétorique médiatique. Elle apprend comment les informations sont le résultat d'une construction et qu'elles ne représentent jamais rien d'autre qu'un regard, un point de vue. Et dans des pays comme la Côte d'Ivoire, où les médias sont ou ont été très politisés et engagés, cette mise en garde paraît particulièrement nécessaire. Le spectre de la radio-télévision d'Émile Colline a souvent été en arrière-plan, et l'expression devenue emblématique de « médias de la haine » est omniprésente, nécessitant une mise en garde, une analyse serrée. Autre question sans cesse évoquée, celle des stéréotypes véhiculés par les médias. Jean-Fernand Bédia les a étudiés pour les livres scolaires qui eux-mêmes se servent des médias pour leur pédagogie, Gisèle Bédia 2010. Or, sans aller jusqu'à l'image médiatisée de l'Europe, Eldorado, qui alimenterait l'émigration, on sait le poids d'idées qui ont la vie dure et qui influent sur le comportement. La révolution, confère M. Viviorca 2013 que nous sommes en train de vivre en matière de multimédia, l'uniformisation liée à la mondialisation des moyens d'information et de communication ont tendance à gommer les différences d'approche d'un continent à l'autre. Pourtant, compte tenu de la convergence numérique pratiquée, il faut conjuguer ici sans doute plus qu'ailleurs cet apprentissage à l'écrit, au son et aux images. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a même envisagé pour 2014 de décréter l'éducation au numérique cause nationale en France. Ce qui peut rapprocher jeunes d'Afrique et du Nord, c'est sans doute l'importance de la défiance à inculquer face à certaines utilisations déviantes de ces nouvelles techniques, voire à la cyberdépendance ou à la cyberviolence. Les problèmes liés à ce nouveau mode d'information et de communication nous semblent bien résumés dans un éditorial de Christine Vaufray, rédactrice en chef de la revue en ligne Tot Cursus, consacrée à l'identité numérique. Ce travail sur l'identité numérique doit commencer tôt.
Il ne s'agit pas tant de soigner son irréputation, comme aiment à le dire ceux qui veulent nous vendre des conseils à ce sujet, que d'apprendre à ne pas être impressionné par l'effet projecteur que l'on ressent fréquemment lorsqu'on s'avance sans masque sur le web. Comme tout espace nouveau, celui de la toile s'apprivoise. Il faut apprendre à y évoluer sans tomber ni blesser personne. Il faut aussi apprendre à y laisser sa marque plutôt que ses traces, des réalisations que l'on se plaira à assumer bien longtemps après que ceux pour qui nous les avons faites les aient oubliées. Déjà, en 2012, notre collègue Louis-Martin Essonneau annonçait l'arrivée du Wi-Fi à l'université de Douala en remarquant « L'outil est là, il faut maintenant apprendre à s'en servir ». Et il reste nécessaire de marteler que faire du coupé-coller n'est pas faire œuvre originale, qu'il faut citer ses sources et bannir le plagiat. Dans un contexte de mondialisation où les cultures se croisent, s'observent, s'imitent, se confrontent et dialoguent, KYINDOU, 2010, 9, et où les mutations sont extrêmement rapides et profondes, entraînant de véritables révolutions et de nouveaux bricolages ou braconnages, il est important de revisiter le volet éducation aux médias, où qu'on se trouve, et de favoriser une appropriation raisonnable des anciens et nouveaux moyens de communication et ou de connaissance. La déclaration de Grunewald de l'UNESCO sur l'éducation aux médias proclamée en 1982. Les systèmes politiques et éducatifs doivent assumer les obligations qui leur reviennent pour promouvoir chez les citoyens une compréhension critique des phénomènes de communication. Et parmi les recommandations, la 4e demandait d'encourager la coopération internationale, in Monsieur Mathien 2009, 332 à 333. D'où l'importance de la réflexion au cœur cet ouvrage. Bibliographie. ALZOUMA Gado, Technologie éducative et développement. Une brève histoire de la télévision scolaire au Niger, TIC Esperluet de Société, volume 5, numéro 2 à 3, 2e SEM, 2011 sur 1 SM 2012. En ligne http://tic et société.revue.org/1025.2.10.4000/tichet-société.1025. Consultez le 16 février 2014. Bédia, Jean-Fernand Risque Image, Risque Pays. Limite des stratégies de communication et d'information dans les manuels scolaires français et ivoiriens, 1970 à 2005. Thèse en SIC, Université Bordeaux 3, 2010, 443 p. Bien fait. Arlette, la télévision scolaire au Niger, 1964 à 1971. L'école et la télévision, Ministère de la Coopération Paris et AUDECAM, 1974, 199 p. Blandin Claire et HACHEBISSETTE Françoise Dire, dossier Oyer Jeunesse. Temps des médias, numéro 21 décembre 2013, page 5 à 160. Charon Jean-Marie Dire, Média Pouvoir, dossier Jeunes et médias, numéro 25 janvier-février-mars 1992, page 96 à 203. Egli, Marc, un des concepteurs de Télé Niger. En ligne http://www.canal-u.tv/vidéo/canal-bas thématise/entretien-bas avec-Egli.3599,2007, consultez le 16 février 2014. Four, Pierre-Alain. Comment les Digital Humanities, ou les humanités numériques, transforment les SHS. 25 septembre 2013, en ligne http://www.millénaire3.com/usé-upload/synthèse/digital-humanities un oct 13.pdf, consulté le 24 avril 2014. Gonnet, Jacques, Journaux scolaires, journaux lycéens. In Média Pouvoir, numéro 25 janvier-février-mars 1992, page 165 à 168. HEREMANS, Roger. L'éducation dans les missions des Pères Blancs en Afrique centrale, 1879 à 1914. Objectifs et réalisations, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Nowell Arts, 1883, 634 p. JANKEVICIUTE. Laura. Les représentations et les usages d'Internet dans la culture numérique juvénile. Approche interdisciplinaire.
Cap Ferrer, Jean-Noël, L'enfant et la publicité, les chemins de la séduction, Média Pouvoir. Dossier Jeunes et Médias, numéro 25, janvier-février-mars 1992, pages 149 à 153. KYINDOU, Alain, Culture, Technologie et Mondialisation, L'Harmattan 2010, 178 p. Lolland, Anne-Marie, LENOBLEBART, Annie Dire. Culture et langue sur l'Internet, oubli ou déni, les éditions hospitalières, Bordeaux 2014, 210 p. LENOBLEBART, Annie. Campagne d'affiches agricoles au Rwanda. In linguistique et sémiologie des langues au Rwanda, numéro 3, juin 1980, Gerla, Université nationale du Rwanda, pp 97 am 110. LENOBLEBART, Annie. Transfert médiatique entre l'Europe et l'Afrique francophone, partage des savoirs avec l'Afrique, lendemain, accent aigu d'Enar Verlag, Tübingen, numéro 138-139e 2010, pp 105 à 110. LENOBLEBART, Annie, Étudesque André Jean Dire. Pour connaître les médias d'Afrique subsaharienne. Problématiques, sources et ressources, IFASIFRAMSHA Kartala, 2008, 176 p. LENOBLEBART, Annie. La presse pour la jeunesse au Rwanda, in les jeunes en Afrique. Évolution et rôle 19e-20e siècle, Paris L'Harmattan 1992, pp 500 à 508. Mathien, Michel Dire, Les jeunes dans les médias en Europe. De 1968 à nos jours, Bruylant 2009, 370 p. Mathien, Michel Dire, Média Pouvoir, numéro 25, janvier-février-mars 1992, dossier Jeunes et médias. MENKOUE. Philippe. Quand l'éducation en Afrique devient aussi mobile. En ligne, http://article/20carticle/20dossier-article/20cancire-education-point d'interrogation UTM-bas source égale liste plus comple % à 8 plus des plus abonne c'est 3% à 9s plus groupe esperluet UTM-bas campaign égale 6143 c'est 3629-7-OUA-575528-9-1 esperluet UTM-bas médium égale email esperluet UTM-bas terme égale 0-bas 3 bas 118 524 C-6143 C36 297 13294105 consulté le 18 janvier 2014. Ces nombreuses références bibliographiques sont précieuses. Il a complété son étude le 18 mars 2014 par le même canal. Application mobile et M-Learning en Afrique. En ligne. http://cursus.edu/dossier-article/21668-application-mobile-learning-afrique point d'interrogation UTM-bas source égale tot plus bulletin plus hebdomadaire esperluet UTM-bas campaign égale BEA4 EB 81-OUA-5755289-1 esperluet UTM-bas médium égale email esperluet UTM-bas terme égale 0-bas 3 bas 18524 CBEA4 EBB 81 13294105 Croisillon U1 D7 MCFX BXY. Serre, Michel Petite Poussette Manifeste, édition Le Pommier 2013 84 p. Serre, Michel, conférence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En ligne, http://institution-formation-ressources-2045-2008-04-conférence-révolution-mémorique-par-point d'interrogation UTM-bas source égale liste plus comple % c'est 3% à 8 plus des plus abonne % c'est 3% à 9s plus groupe esperluet UTM-bas campaign égale 910 EDC 4C5 D-OUA-5755289-1 esperluet UTM-bas médium égale email esperluet UTM-bas terme égale 0-bas 3 bas 118 524 C-910 EDC 4C5 D-13294105 Croisillon, UVXV Bubixi. Consulté le 14 janvier 2014. Cursus revue en ligne Passim. Tudesque André Jean L'Afrique parle, L'Afrique écoute Kartala 2002 320 p. Tudesque André Jean, La radio premier média africain, Géopolitique africaine octobre 2003, pp 73 à 92. UNESCO, les TIC dans l'éducation.
En ligne http://www.unesco.org/new/unesco/sims/ict/m4ed/. Consultez le 18 janvier 2014. Weil, Nicolas, Sciences humaines écrire comme Flaubert, Le Monde des livres 17 janvier 2014 page 4. Viviorca, Michel, L'impératif numérique ou la nouvelle ère des sciences humaines et sociales, Paris, CNRS 2013 64 p. Introduction, numérique et développement socio-économique, en Afrique, vers une nouvelle éducation, à la communication et à accent grave l'information. Alain Kiyindou. Chère UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement, Université Bordeaux-Montaigne. Parler des médias et du développement est un pari risqué puisque le terme média intègre des dispositifs variés très différents les uns des autres, même s'ils ont tous une fonction de médiation, c'est-à-dire de liaison. En effet, dans l'univers numérique, les médias se sont multipliés, combinant les modes d'entrée et de sortie de données de type broadcast, audiovisuel, analogique, patrimonial, avec des modes de type broadband, haut débit, numérique, ajoutant l'interactivité entre utilisateurs à la diffusion massive de contenu. Par ailleurs, la prise en compte de la mobilité a suscité le développement de nouveaux dispositifs comme la tablette numérique et le téléphone portable dont les applications ne cessent de croître. Dans ce contexte, on peut donc tout bonnement se poser la question de savoir de quoi parlons-nous. Des médias socialisés, des médias légers, des médias de masse ou des nouveaux médias de façon spécifique ? Même si la réponse n'est pas simple, il est important de constater que les leçons tirées des expériences menées avec les anciens médias permettent d'éclairer notre approche des nouveaux. Notons toutefois que les médias ont, dès le départ, été associés à l'éducation. Daniel Bougnou explique d'ailleurs à ce sujet que les médias ont toujours construit le monde, l'actualité et c'est un immense travail. Dans actualité, il y a le mot acte. Construire l'actualité en est un. Ce sont les citoyens qui rêvent et qui disjonctent, qui se replient dans le cocon domestique. Sans la presse, leur horizon serait moins ouvert, ils auraient moins de connaissances. Bougnou et al. 2010 5-6. On pourrait s'interroger également sur la notion de développement qui est à considérer, comme l'affirme la Commission Sud présidée à l'époque par le Tanzanien Julius Nyerere, un processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie. C'est un processus qui libère les populations de la peur du besoin et de l'exploitation, et qui fait reculer l'oppression politique, économique et sociale. C'est par le développement que l'indépendance politique acquiert son véritable sens. Commission Sud, 1990-10. C'est un processus qui libère les populations de la peur du besoin et de l'exploitation, et qui fait reculer l'oppression politique, économique et sociale. C'est par le développement que l'indépendance politique acquiert son sens véritable. Mais nous postulons que chaque société a une conception différente de la bonne vie. Ce qui signifie que le développement n'est pas linéaire, et qu'il n'y a pas un seul modèle de développement que tous les pays devraient suivre. KYINDOU 2010. Le concept de communication pour le développement, utilisé par Nora Kebral en 1971, souligne le rôle à la fois économique et social des médias. Mais on pourrait établir également un lien avec le Sommet mondial sur la société de l'information, qui préconise l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour accélérer les processus de développement. À Bamako, lors de la réunion régionale de préparation du Sommet mondial de la société de l'information, a été réaffirmée la nécessité de tenir compte des spécificités culturelles africaines. En effet, l'enjeu colle à la vision panafricaine, cette dernière étant considérée comme l'expression de la solidarité entre les peuples africains et d'origine africaine. Elle exprime la volonté d'assurer la liberté du continent et son développement. Il est donc à distinguer de l'afrocentrisme, considéré comme un repli sur soi et une négation de l'autre. On pourrait d'ailleurs revenir sur ce point au conscientisme de Nkrumah, mobiliser les travaux de Senghor et Césaire tout en les inscrivant dans l'aspiration partagée d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. McBride, 1980. Les enjeux sont donc à la fois identitaires, mais aussi liés au désir d'expression de soi,
de reconnaissance et du bien-vivre ensemble. Les organisations internationales voient d'ailleurs de plus en plus dans les médias des alliés pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Éducation aux médias et développement socio-économique. Il importe de rappeler que les médias ont depuis toujours été associés au développement et qu'ils ont depuis longtemps fait l'objet d'une éducation portant à la fois sur la façon de les utiliser, la réception critique de leur contenu et les conséquences qu'ils peuvent avoir dans la société. Un rapide retour sur l'histoire des médias permet de nous éclairer. Les systèmes socialisés. Les systèmes de communication socialisés ont toujours été au service du changement social et donc, du développement. Ils ont utilisé des moyens très simples, mais tout aussi efficaces, pour enseigner la connaissance de l'homme, de sa vie et de la nature qui l'entoure. Ils ont été, dans les sociétés africaines notamment, au centre de l'éducation aussi bien traditionnelle que moderne. On peut prendre comme exemple la danse, le conte, le proverbe, le théâtre, la palabre. La danse, forme de communication, joue un rôle essentiel dans la structuration des communautés, dans l'affirmation de la dignité des populations et dans le dépassement des cloisonnements sociaux. Au même titre que la parole ou l'écriture, elle constitue un mode de communication dont la signification profonde n'est accessible qu'aux seuls participants et initiés. En effet, les gestes et les attitudes des danseurs obéissent à une symbolique complexe, véritable langage du corps accessible aux initiés. Chaque danse raconte une histoire qui puise son origine dans les actes et les sentiments de la vie quotidienne, du couple, dans les événements historiques, mais aussi dans la mythologie et dans les épisodes de bravoure fameux des dieux. Certaines racontent le souvenir de l'esclavage, de la guerre, de la mort, d'autres célèbrent l'amour, la naissance, la vie, les dieux. Elles peuvent être langoureuses, acerbes, critiques, prescriptives. Chacun sait donc à quel moment danser quelle danse. Le deuxième exemple concerne le conte. Le conte, un des moyens de l'information socialisée, est à la fois connaissance du monde et leçon de vie sociale. Il a pour rôle de cimenter la communauté. Miroir de la société, il souligne les mentalités, révèle les croyances et valorise certaines conduites. Issu de la tradition populaire, il puise dans la vie sociale pour ressortir des éléments de connaissance, des informations qui permettent à l'individu de s'orienter et de faire face aux problèmes qui se posent à lui. Il a d'ailleurs été fait état du rôle thérapeutique du conte merveilleux. L'initiation au conte commence très tôt et au fur et à mesure que l'on grandit, on apprend à manier le conte, devenant alternativement éducateur et apprenant. Pour ce qui est du proverbe, il est une entrée dans l'intelligence des sociétés à tradition orale. En effet, pour les Africains qui savent parler, dire les choses de façon explicite est une manière pauvre de parler propre aux enfants. Chacun doit se perfectionner tout au long de la vie. Bien parler, c'est aussi bien vivre et bien être dans la société. L'homme accompli s'exprime par images, symboles, références. C'est la richesse des éléments auxquels elle renvoie, qui fait la richesse et la force de la parole. Le proverbe exprime et transmet les connaissances des ancêtres, transporte des pans entiers de ce qui fait la culture, l'histoire et l'identité particulière des peuples. Il explique les phénomènes et les événements de la vie, il dicte la ligne de conduite. Ainsi, un proverbe peut être adressé à quelqu'un ou à un groupe en particulier. Sa formulation archaïsante lui confère une sorte d'autorité qui relève de la sagesse des anciens. En effet, le caractère archaïque des proverbes constitue une mise hors du temps des significations véhiculées. Le proverbe peut s'avérer aussi être une critique. Il est alors souvent fait usage du présent, tant un historique qui aide à énoncer sous forme de simples constatations, des vérités éternelles. Quant au théâtre pour le développement, il propose une méthode ayant pour but d'aider le public, par une prise de conscience de son rôle, à déterminer son imaginaire social. L'art ici mime et reproduit le réel. L'exemple le plus parlant est sans doute celui du Mali, où le Kotéba, forme de théâtre populaire, propose de village en village, une sorte d'audit sur la situation de la communauté où se déroule le spectacle. La vie de la scène se pose en miroir de la scène de la vie, non pour la refléter, mais surtout pour en rehausser les incohérences et les contradictions. Au Zimbabwe, le théâtre pour l'action communautaire appuie et facilite la participation des membres des communautés dans le Matabeleland dans la lutte contre le VIH-Sida.
L'art comique sert de ce point de vue à dédramatiser les situations, en développant le sens de l'humour. Enfin, la palabre permet d'atteindre l'harmonie de l'être, d'améliorer le vivre ensemble. En effet, la palabre africaine est productrice de consensus et vise à établir l'unité, à renforcer une identité réconciliatrice. Une palabre qui n'aboutit pas à un accord est ainsi considérée comme ratée ou non achevée. Au Nigeria, la musique traditionnelle est utilisée dans l'information agricole destinée aux fermiers des communautés rurales. La musique aide également à aborder la question des inégalités entre les sexes au Malawi, au Kenya, au Ghana. Les médias modernes. Les médias dits modernes ont également affiché dès le départ leur lien avec l'éducation. En effet, l'éducation par les médias a toujours été accompagnée, dans une certaine mesure, de l'éducation aux médias. Dans le domaine de la vulgarisation, par exemple, la technique du paysan contact a mis en avant un certain nombre de paysans qui devaient à la fois maîtriser les conditions de profération de la parole, socio, écologiques, temporelles, et comprendre l'utilisation des techniques modernes diverses. Cette familiarisation s'est accrue avec la formation visite. En effet, avec ce système de vulgarisation mis au point par Daniel Benor en Turquie au début des années 70 et étendu par la suite à plusieurs régions d'Asie avec l'appui de la Banque mondiale, les animateurs de radio et de télévision se sont vite retrouvés dans les champs et les maternités, suivant un calendrier strict, KYINDOU 1999. Le projet Tanzanie en 16, réalisé entre 1971 et 1973 dans 3 villages Uramaha, a mis en évidence une appropriation particulière de la vidéo par les ruraux à travers les lettres vidéo. Il s'agit de cassettes envoyées d'un groupe à un autre pour parler de ses expériences, ou pour répondre à des questions qui lui ont été posées. Ils ont ainsi inventé un nouvel usage adapté à leur contexte d'oralité. La communication dans les pays du Sud met en avant le rôle éducatif des médias puisqu'à côté des médias légers, 2 moyens d'information vont marquer l'histoire de la diffusion des savoirs et savoir-faire pour le développement. Il y a tout d'abord la radio, avec la multiplication des radioclubs dans les zones rurales, puis la télévision éducative. Dans les années 60, sous la houlette de l'UNESCO et de la FAO, un accent particulier a été mis sur la fonction éducative de la radio moderne. En effet, bien avant Internet, la radio rurale jouait déjà un rôle de téléphone communautaire, avec plusieurs heures de programmes par jour consacrés à la diffusion de messages personnels, d'avis de naissance et de décès, d'invitations à des cérémonies, de commandes de nourriture et de matériel à la boutique du village voisin, d'appels à des assistances médicales urgentes et même des demandes de conseils médicaux personnalisés fournis par le médecin local. Mais c'est surtout avec la radio rurale locale que les communautés améliorent leur approche de la radio puisqu'il s'agit ici d'une radio gérée par elle-même, utilisant leur langue et exprimant leurs préoccupations. En effet, l'animation de ces structures reposait sur des jeunes recrutés dans les localités concernées n'ayant bénéficié que d'une formation sur le tas. Quand ils veulent traiter un sujet complexe, ces derniers font appel au chef de secteur. Dans les villages où elle est implantée, la radio locale est devenue le nouvel axe autour duquel s'organisent les relations sociales. Les décès, les réunions des villageois, les fêtes et autres événements locaux trouvent leur écho dans la radio locale, en langue locale et avec des animateurs locaux. Dès le départ, la radio rurale locale est utilisée comme technologie au service du développement dans la mesure où elle se voit confier un rôle politique, économique, social et culturel. Avec la radio rurale locale comme la télévision communautaire ou les centres multimédia communautaires, apparaît une nouvelle dimension dans le rapport aux médias, celle de la gestion et de la planification du développement de ces outils intégrés dans le projet commun. Les tribunes radiophoniques rurales, système de groupes de discussions organisés pour l'écoute d'émissions rurales, sont un exemple d'approche critique des médias. Après l'émission, les membres du club demandent des explications supplémentaires, approuvent ou émettent des réserves sur tel ou tel autre point de l'émission. Après les débats, un rapport d'écoute est rédigé pour permettre d'évaluer l'impact de l'émission et le progrès général au niveau des groupements précoopératifs. Il faut dire qu'au début des années 70, la radio dans les pays développés est un média de masse qui s'adresse en général à un public national, en ignorant les minorités,
de langue, de sexe, de religion, d'opinion, etc., et en faisant fi du caractère local de l'information. Les fréquences radio sont rares, le matériel de télécommunication et de production vidéo et audio est cher et les compétences techniques difficiles à trouver. Avec l'aide de techniciens amateurs, des animateurs sociaux ou des groupes de contestation, en Italie, dans la mouvance des Brigades Rouges, en Amérique latine sous l'impulsion de l'Église catholique, celle de la théologie de la libération, ont mis au point des antennes de diffusion à l'échelle d'un quartier, d'une banlieue, d'un village éloigné. Ils ont créé des radios de proximité comme on disait alors. Personne ne s'en souciait, étant donné son caractère local, sa programmation intermittente, ses formules d'autoproduction. C'est ainsi que sont nées les radios communautaires au Québec et en Belgique, libres en France et en Italie, locales en Catalogne, éducatives en Amérique du Sud. Puis le modèle de radio locale, en langue indigène, a été exporté en Afrique grâce aux organisations de coopération internationale, comme l'Office de la francophonie, la Banque mondiale, l'Agence de coopération internationale du Canada, la FAO, etc. En ce qui concerne la télévision éducative, notons qu'elle peut être rapprochée de la problématique de l'éducation populaire. En effet, dans sa déclaration d'avril 1792 à l'Assemblée, Condorcet donne à l'éducation une finalité démocratique jetant ainsi les bases de l'éducation populaire. De façon plus globale, le début de la télévision éducative remonte aux années 1930 puisque le premier programme de diffusion a été réalisé pour un auditoire limité d'étudiants, à domicile, de l'Université d'Iowa entre 1932 et 1939. Si tous les experts seront rapidement d'accord sur l'impact de la télévision, la question du « comment éduquer » ne sera posée que longtemps après. En effet, les premiers essais de télévision éducative se sont limités à mettre un professeur devant les caméras, et les différents programmes sont restés basés sur le postulat selon lequel il suffit de réaliser des émissions mettant en scène le savoir, pour que le téléspectateur soit en position de l'acquérir ou de le construire. Cette vision a d'ailleurs orienté les expériences menées entre 1960 et 1970 à Samoa, au Niger, au Salvador et de 1971 à 1980 en Côte d'Ivoire. Repenser l'éducation aux médias et par les médias à l'ère du numérique. La question de la communication pour le développement semble être remise au goût du jour, avec l'avènement des médias numériques. La mise des TIC au service du développement est un des objectifs majeurs du sommet mondial sur la société de l'information. Cela se répercute d'ailleurs sur les politiques africaines comme le NEPAD, Nouveau Partenariat pour le Développement, ou les politiques nationales. En effet, le développement du numérique exige pour l'utilisateur un certain nombre de compétences et stratégies de mise en lecture et écriture critique du texte et de l'image, en rapport à l'actualité. La profusion des textes, sons et images impose une certaine distance par rapport aux pratiques informationnelles et à l'information. L'enjeu est de comprendre les contextes de production. La téléphonie mobile apparaît dans ce cadre comme un outil majeur d'accès à l'information, au-delà des liens sociaux qu'elle peut permettre. Ses incidences économiques sont d'ailleurs de plus en plus mises en avant. Mais il s'agit aussi, au-delà de la maîtrise des applications, d'en comprendre les limites, voire les conséquences. Le téléphone a d'ailleurs permis l'éclosion de pratiques inattendues. Citons en exemple le radiosurf sur Internet, c'est-à-dire un type de programme dans lequel les animateurs radio rassemblent des informations provenant de sites web de référence, de CD-ROM ou d'autres ressources numériques, afin de répondre aux besoins et questions des communautés locales. Durant l'émission, accompagné d'un expert local, l'animateur se sert d'Internet pour apporter des réponses aux questions posées par les auditeurs, des explications et susciter des interrogations. Les expériences menées au Sri Lanka, le projet Kotmal Internet, Radio Yungas en Bolivie, ITDG Pérou, ne semblent pas bénéficier d'études conséquentes. Ces expériences montrent que dans le domaine du développement, les meilleures pratiques sont celles qui prennent appui sur une structure sociale existante, celles qui respectent l'identité et qui placent l'homme au centre de la communication. La référence à l'homme renvoie à sa culture, à ses croyances, à ses aspirations, à son histoire. L'exemple des centres multimédia communautaires confirme l'importance de la dimension humaine aussi bien dans le processus de développement
que dans le cadre des enjeux intermédiaires de la société de l'information, comme la réduction de la fracture numérique. Ces expériences ont clairement montré que la connectivité est loin d'être uniquement une question d'infrastructure et de technologie, de hardware et de logiciels, mais qu'au contraire, l'homme y joue un rôle essentiel. En outre, la recherche a montré que les systèmes et réseaux d'information et de savoir sont très efficaces lorsqu'ils se construisent à partir des systèmes d'information existants en y incorporant des intermédiaires communautaires, institutions ou individus, qui peuvent jouer le rôle de passerelle entre Internet et les communautés. La radio joue très bien ce rôle, elle est un élément clé des systèmes d'information locaux. Très proche de son audience qui d'ailleurs lui fait confiance. Elle a su montrer, notamment à travers les exemples évoqués, son aptitude à combiner le cybersavoir et le savoir contextuel de l'environnement où il est exploité. Des synergies devraient donc être réalisées entre les différents médias au service de différents enjeux tels que la réduction de la pauvreté, la santé pour tous, la diversité culturelle. Pour paraphraser Jacques Gonnet, il s'agirait de proposer un projet de transmission de valeurs qui intègre les nouveaux médias à la fois comme base de développement et comme savoir fondamental. Les nouveaux médias deviennent de fait des outils qu'il faut apprendre à utiliser, éventuellement en les créant soi-même, Gonnet 2001-25. Ainsi, l'éducation aux médias à l'ère du numérique peut s'appuyer sur un certain nombre de principes, notamment, mettre l'accent sur la communication. Ceci permet de dépasser la dimension technique et de recentrer sur la communication elle-même, ce qui équivaut bien entendu à considérer, dans la dimension communicationnelle, la place de l'autre et principalement sa culture. La référence à la dimension culturelle ramène la communication à une expérience anthropologique fondamentale, dans la mesure où il n'y a tout simplement pas de vie individuelle ou collective sans communication. Volton 1997. S'exprimer, parler à autrui et partager avec lui, c'est ce qui définit l'être humain. Elle est le moyen d'entrer en contact avec l'autre. En effet, plus il est facile d'entrer en contact avec lui, d'un bout du monde à l'autre, à tout moment, plus les limites de la compréhension deviennent évidentes. Volton 2005. La dimension culturelle de la communication apparaît également dans cette approche de Jürgen Habermas. J'appelle culture le réservoir de savoir où les participants de la communication puisent les interprétations quand ils s'entendent sur une réalité quelconque du monde. Habermas 1987, 155. La communication est donc une notion à la fois complexe et simple. C'est tout simplement ce qui permet d'établir des relations entre des personnes, entre des objets, ou entre des personnes et des objets. C'est l'énergie de la vie sociale. Voyenne 1979, 9. Cette approche prolonge la réflexion sur le changement social et l'inscrit dans une dimension plus complexe et historiquement connotée, à savoir le développement, qu'il soit personnel ou collectif, économique, social ou culturel, endogène, humain ou durable. Elle intègre l'articulation entre genre et communication, c'est-à-dire tente de prouver que toute communication est à la fois sexuée et genrée. Se pose donc la question du numérique dans la prédominance de tel ou tel autre genre. La relation de communication est aussi à comprendre en termes de confiance-méfiance, soumission et domination, opposition et connivence, coopération et compétition, alliance et conflit, autant d'éléments permettant de comprendre les acceptations et les rejets, les inclusions et les exclusions, les accords et les désaccords. Le numérique renforce cette disparité dans la mesure où elle s'inscrit dans une logique économique, voire industrielle, où la notion de profit relègue en arrière-plan toute considération humaniste. La fragmentation numérique, notion que l'on tend à substituer à la fracture numérique, souligne cette diversité d'appropriation et donc d'usage des technologies de l'information et de la communication. Comme on a pu le voir, on a toujours été plus ou moins éduqué à la communication, du maniement des proverbes à l'utilisation des médias, sauf que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de démarcation totale. La nouvelle éducation vise donc à réintroduire plus d'humanité dans les rapports régis par la technique, mais aussi et surtout réintroduire cette dimension de reconnaissance, de partage sans vouloir bien entendu idéaliser les systèmes socialisés de communication. La question essentielle, semble-t-il, est celle de savoir comment se nourrir des expériences du passé pour asseoir une meilleure communication dans l'Afrique du XXIe siècle. En effet,
Les promoteurs des nouveaux médias ont beaucoup à apprendre de la radio rurale, de la vidéo communautaire, de la télévision éducative, non pas seulement en termes de facteurs de succès, mais aussi de difficultés à surmonter. Pour servir efficacement la cause du développement, les médias numériques devraient permettre de libérer la parole en réinventant la participation de chacun. Ils devraient s'articuler autour des besoins identifiés par et pour les populations concernées. Pour conclure cette réflexion sur l'éducation aux médias dans le contexte des pays en développement, il semble important au moment où tous les médias se trouvent emportés par la vitesse, l'accélération, la fascination de l'instantanéité, du temps réel, de ralentir, de freiner, de se donner le temps d'analyser, de douter, de réfléchir. Bibliographie. Wignou Daniel, Comte Sponville-André, Debray-Régis. Gaucher Marcel, Michaud-Yves, Les intellectuels jugent les médias, tome 1, Edition Mordicus Paris 2010 105 p. Commission Sud, Défi au Sud, Economica Paris 1990 324 p. Gonnet, Jacques Éducation aux médias, les controverses fécondes, Paris CNDP Hachette Éducation 2001 142 p. KYINDOU, Alain, Technologie de l'information et de la communication. Enjeux et usages pour le développement, Hermès Lavoisier, 2010, 210 p. KYINDOU, Alain, Information et milieu rural au Congo, le cas des régions du Poul et des Plateaux, Septentrion, Presse universitaire, Lille, 1999, 538 p. McBride, Sean, Voix multiples, Un seul monde, UNESCO, Paris, 1980, 379 p. Volton, Dominique, Penser la communication, Paris Flammarion, 1997, 400 p. Volton, Dominique, Il faut sauver la communication, Paris Flammarion, 2005, 220 p. Habermas, Jürgen, Théorie de l'agir communicationnel, Paris Fayard, 1987, 448 p. Voyenne, Bernard, L'information aujourd'hui, Paris, Armand Collin, 1979, 318 p. Première partie, Penser l'éducation aux médias. Éducation aux médias, un point de vue africain. Francis Barbet. ISCOM Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Résumé. L'éducation aux médias en Afrique et pour l'Afrique, est-elle envisageable à partir d'un modèle endogène ? Notre démarche part de l'hypothèse selon laquelle, l'idée de l'éducation aux médias comprise comme une possibilité d'analyse critique des médias dans la société et au bénéfice de la vie en communauté, ouvre à un ensemble d'interrogations qui valorisent la prise en compte des réalités africaines comme condition essentielle des pratiques d'éducation aux médias qui soient véritablement au service des sociétés africaines et de leur devenir. La notion de réalités africaines au cœur de ce travail indique et met en relief un mouvement historique et une organisation sociale, politique et culturelle qui ne peuvent être propres qu'à l'Afrique, et qui, même confrontés à la réalité de la modernité, reprennent de la fraîcheur ici et là. L'objectif de cette réflexion est de tenter, dans la diversité admise des conceptions de l'éducation aux médias, de présenter un point de vue sur ce qui pourrait être l'éducation aux médias en Afrique et les grands axes qui tiendraient compte des réalités africaines. En réalité, au cœur de la mondialisation et des identités universelles se pose pour l'Afrique la question de son avenir. L'éducation aux médias est certainement l'occasion d'analyser des objets. Mais plus que tout d'interroger ces objets, qui marquent notre vie individuelle et communautaire, en lien avec des préoccupations majeures des sociétés. Ce qu'il importe de saisir ici, ce sont les caractéristiques diagonales de tous les médias, en d'autres termes leur rôle de médiation. Mots-clés Afrique, école, médias, éducation. Nous souhaitons partir de l'interrogation suivante. L'éducation aux médias en Afrique et pour l'Afrique est-elle envisageable à partir d'un modèle endogène ? Notre démarche part de l'hypothèse selon laquelle, l'idée de l'éducation aux médias comprise comme une possibilité d'analyse critique des médias dans la société et au bénéfice de la vie en communauté, ouvre à un ensemble d'interrogations qui valorisent la prise en compte des réalités africaines comme condition essentielle des pratiques d'éducation aux médias qui soient véritablement au service des sociétés africaines et de leur devenir. L'objectif de cette réflexion est de tenter, dans la diversité admise des conceptions de l'éducation aux médias,
de présenter un point de vue sur ce qui pourrait être l'éducation aux médias en Afrique et les grands axes qui tiendraient compte des réalités africaines. Le positionnement théorique de notre démarche est inspiré de l'approche politique de l'éducation aux médias, telle que proposée par Jacques Gonnet, qui privilégie une approche de la démocratie et de la vie en société à partir d'une réflexion qui intègre les médias comme ressources, ou plus exactement qui place l'éducation aux médias au cœur de l'idéal démocratique en partant du présupposé selon lequel l'information produite par les médias est ce qui nous relie au monde, Gonnet, 2001. Au-delà donc de faire comme les autres, en considérant que ce qu'ils font nous interpelle, se pose ici la question hautement importante et plus englobante du devenir de la communication sociale, comme haut lieu d'invention de la société, qui met en jeu des sujets interagissants, et donc qui induit de fait des questions d'altérité, de sociabilité et de progrès de la communauté au sens de Ferdinand Tönnies, c'est-à-dire comme Gemeinschaft, Tönnies 1977. Nous tenterons de développer ce que nous appelons modestement un point de vue africain de l'éducation aux médias, qui nous amènera à définir la notion de réalités africaines et la façon de prendre en compte ces réalités dans des pratiques éducatives qui, de notre point de vue, ne peuvent être pertinentes que comme une démarche d'initiation à la communication et aux médias. Des réalités africaines. Dans leurs travaux, Melvin Defleur et Sandra Gibol-Rokic ont bien montré comment les hommes ont toujours travaillé à développer des significations dans l'interaction sociale pour améliorer la vie communautaire. Selon ces deux chercheurs, la capacité de l'homme à améliorer sa communication a été à la base, entre autres, du développement des technologies complexes, des mythes, des systèmes explicatifs et des règles de comportement qui ont rendu possible la civilité, Defleur, Bol-Rokic 1995. Dans ce mouvement, et au cœur d'une telle réalité, il apparaît évident que chaque communauté humaine assume une histoire particulière, qui intègre un ensemble de choses parmi lesquelles il y a certes ses propres contradictions internes et ses échecs, mais également et de façon plus positive ses valeurs et ce qu'elle appelle son patrimoine humain, c'est-à-dire ce qui constitue la condition de son progrès et dont la négation l'expose à un péril. C'est bien dans ce sens que la notion de réalités africaines peut être convoquée ici, pour indiquer et mettre en relief un mouvement historique et une organisation sociale, politique et culturelle qui ne peuvent être propres qu'à l'Afrique, et qui, même confrontés à la réalité de la modernité, reprennent de la fraîcheur ici et là. Il faut prêter attention à ce mouvement, si l'on veut tenter de comprendre les sociétés africaines et les accompagner dans leur dynamique de progrès humain. Certes, le terme de réalités africaines peut paraître généralisant pour un continent à la fois un et divers dans ses composantes culturelles, et exalter des évidences trompeuses. Mais notre référence à celui-ci est soutenue par les travaux de sociologues comme Jean-Marc Ella qui indiquent à propos de l'Afrique des réalités qui s'expriment à peu près de la même façon dans divers contextes et qui définissent une certaine particularité par rapport à d'autres peuples. Ella a mis en relief dans ses travaux la complexité de l'Afrique, ou des Afriques, et la nécessité d'une attention particulière aux réalités africaines, en insistant sur le fait que l'Afrique n'est pas un continent statique, un musée qui servirait à se remémorer sans cesse un passé humain dépassé. Elle a son mouvement intérieur. Elle vit, à ses rythmes et survit à ses changements de rythme. L'Afrique se recrée sans cesse. C'est pourquoi, dans une Afrique soumise encore au poids de sa rencontre avec l'extérieur, une mise en situation historique des réalités africaines est nécessaire. Jean-Marc Ella, 1994, page 65, si l'on veut la comprendre à partir de son mouvement intérieur. Parce que l'irruption de l'événement, au sens de Georges Ballandier, 1980, ne peut pas arrêter le mouvement continu des sociétés. Autrement dit, malgré une histoire profondément bouleversée, il faut, si l'on veut aider l'Afrique à se refaire, prendre en compte ses lieux d'invention, là où l'Afrique défie l'avenir, Jean-Marc Ella, 1994, page 79, c'est-à-dire là où la communauté, par sa créativité, essaie de se projeter. Et justement l'éducation aux médias pourrait aider à rejoindre ces lieux d'invention, et à analyser ce quotidien pour le comprendre et mieux l'accompagner. Des réalités africaines à l'éducation aux médias. Si les médias sont des objets sociaux qui deviennent des objets d'étude, c'est comme dit Len Masterman parce que justement ils ne sont pas transparents.
Or, c'est dans cette non-transparence que pourtant ils deviennent ou déterminent les angles de vue du monde dans lequel nous vivons, et l'idée que nous pouvons nous faire des parties du monde et des autres hommes dont nous n'avons aucune expérience directe ni personnelle. Michel-Louis Rouquette a bien pu écrire à ce propos que les médias ne font pas seulement partie de notre monde. Par leurs messages et leurs commentaires, ils nous livrent le monde même, au point parfois de l'absorber, voire de s'y substituer. Michel-Louis Rouquette, 1998, page 7. Les médias prétendent ainsi être des fenêtres ouvertes sur le monde. Fenêtres à travers lesquelles tout nous paraîtrait naturel, et sans équivoque. En considérant que cette prétention est ce qui invite à soumettre les médias et leurs offres à un processus d'interrogation pour mieux comprendre ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent et pour qui ils le disent, l'éducation aux médias en Afrique ne peut pas se concevoir uniquement dans le sens de faire comme les autres, parce que l'expérience des autres est toujours l'expression de questions particulières qui émergent de leur contexte. En Afrique, l'éducation aux médias devrait contribuer à l'émergence et à la prise en compte de plusieurs autres questions liées tant à l'individu qu'à la communauté, en considérant que les médias sont des moyens de communication sociale au service de sujets interagissants et du bien commun. Il s'agirait par exemple, d'interroger dans notre actualité commune, la nature du rapport intergénérationnel, la place des anciens et du troisième âge, la sauvegarde et la promotion de l'enfance au sein de la famille et de la société, et de poser aussi des questions plus anciennes et non moins pertinentes comme l'accès aux moyens de communication modernes et la participation des Africains aux sources de production. L'éducation aux médias est certainement l'occasion d'analyser des objets. Mais plus que tout d'interroger ces objets, qui marquent notre vie individuelle et communautaire, en lien avec des préoccupations majeures des sociétés. Ce type de démarche pourrait également contribuer, dans le cas de l'Afrique, à interroger l'idée que les jeunes en particulier se font de leur continent et de ses habitants dont les médias, au contenu produit pour la plupart dans les pays du Nord, contribuent à répandre une image misérabiliste. L'éducation aux médias en Afrique dans ce cas, et dans la perspective de la réflexion sur les sociétés dans lesquelles nous vivons qu'elle nous offre, deviendrait également le lieu de témoigner auprès des jeunes, des efforts d'invention et de créativité, d'une Afrique dont les médias ne parlent pas. Jean Marquella, 1994, page 78. Et là, forcément surgiraient des questions liées aux sources des médias, au processus de production, à la diffusion des contenus et au rôle des publics, posés dans le sens du progrès de la communauté. Dans cette même logique, on toucherait à la question hautement importante de l'éducation tout court, qui rend possible la continuité et le renouvellement des sociétés, et de laquelle découlerait non pas une éducation aux médias, mais bien une initiation à la communication et aux médias, en considérant les médias comme des moyens de communication sociale, dans la logique de la production et de l'échange qualitatif de sens entre les hommes pour parvenir à la promotion de valeurs communes et au progrès des sociétés. Et comme l'affirmait le paléontologiste Pierre Teilhard de Chardin, le progrès est ordonné à faire sortir de la volonté de notre race une action réfléchie, une option pleinement humaine. Ce terme naturel de l'effort vital ne doit pas être compris comme réalisé dans le secret de chaque monade, individuellement. Il faut, pour apercevoir et mesurer le progrès, dépasser résolument le point de vue individuel. Pierre Teilhard de Chardin, 1959, page 33. En réalité, au cœur de la mondialisation et des identités universelles se pose pour l'Afrique la question de son avenir, que l'historien Joseph Kizerbo évoque en termes d'éduquer ou périr, Joseph Kizerbo, 1990, pour inviter l'Afrique à se réapproprier son idée d'homme, car c'est de cela qu'il s'agit dans toute pratique éducative, qui se trouve être pour Michel Pelleret la pratique humaine la plus importante, Pelleret, 1999. En d'autres termes, si l'intérêt de l'éducation tient essentiellement à la continuité et au renouvellement des sociétés, Arendt, 1989, cela indique l'importance que les sociétés accordent à leur avenir, parce que prioritairement l'éducation s'adresse aux plus jeunes. Or les questions d'avenir, lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'homme, convoquent toujours le passé qui en réalité n'est jamais tout à fait dépassé, parce qu'il peut aider à éclairer le chemin du progrès par son expérience de situation concrète. Pierre Teilhard de Chardin, 1959. L'éducation aux médias,
parce qu'elle s'adresse prioritairement aux jeunes, pose donc également des questions d'avenir qui ne pourront pas se passer d'interroger, dans le cas de l'Afrique, l'histoire ancienne de cette dernière. Il n'est pas ici question de prêcher l'enfermement, dans un monde de plus en plus ouvert, par le retour à une île heureuse qu'aurait été l'Afrique dans le passé, ni de ressusciter un être africain dont la vision du monde aurait été normative et incontestable. Mais bien de promouvoir un patrimoine humain dans ses aspects les plus significatifs comme l'éducation, la culture, les valeurs, etc. Aussi, si l'éducation de l'individu a un sens, ce sens a son fondement dans la stabilité et l'avenir de la communauté. L'éducation aux médias en Afrique, telle qu'on peut l'espérer, devra s'ouvrir, au-delà de l'analyse des médias modernes, de leurs caractéristiques propres et de leur impact, à des questions qui ont trait à l'individu dans une communauté, et par conséquent à des questions de sociabilité, de solidarité, de lien social, de communication sociale, avec ce que cela peut supposer de l'apport des rites, des mythes, de la parole, du proverbe, du conte, etc. L'appellation d'initiation à la communication et aux médias prend ici tout son sens. De l'éducation aux médias, à l'initiation à la communication et aux médias en Afrique. Apprendre à vivre avec les médias est un processus exigeant et contraignant, qui implique notre capacité à savoir faire la différence entre le monde réel et celui des médias. La question n'est pas fatalement d'ordre moral au point de traquer les mauvais médias qui pervertiraient le monde réel, et de promouvoir les bons médias qui seraient en adéquation avec celui-ci. Ce qu'il importe de saisir ici est ce que Louis Porcher appelle les caractéristiques diagonales de tous les médias, en d'autres termes leur rôle de médiation, Porcher 2006. Cela permettrait, comme le dit Pierre Cesare Rivoltella, d'assumer une perspective intégrée capable de penser les médias comme ressource globale pour l'éducation, soit parce qu'interprétable et critiquable, soit parce qu'utilisable comme langage au milieu desquels il est possible d'articuler sa propre vision du monde. Pierre Cesare Rivoltella 2001 page 35. Une approche qui suggère d'insérer l'éducation aux médias dans un cadre plus vaste qui est celui de la communication, qui inclut la question médiatique, et qui touche nécessairement aux questions d'altérité, de communauté, d'identité, etc. Ce qui éviterait d'en faire un ghetto doré, selon l'expression de Geneviève Jacquinot. Pour l'Afrique, une telle démarche pourrait s'inspirer des logiques éducatives et initiatiques africaines, qui suggèrent des formes et des supports de communication dont la compréhension pourrait être d'un grand apport dans l'étude des questions communicationnelles et médiatiques modernes. On notera ainsi que dans les sociétés traditionnelles africaines, l'éducation strictement familiale, où l'enfant apprend à parler et à marcher et où il découvre des liens familiaux et leur impact sur lui et sur son environnement immédiat, est complétée et parachevée par l'initiation à la vie sociale proprement dite. De ce point de vue, il existe deux axes référentiels de l'enfant africain, vertical et horizontal. Ce qui en fait un homme intégré à une communauté sociale, Zerbo, 1990. Verticalement, il fait partie d'une famille avec ce que cela suppose de repères ascendants. Il apprend les conduites de base, le respect des aînés, la manière de s'adresser à eux, de participer aux travaux, etc. Horizontalement, et par des cérémonies initiatiques, il intègre un espace socioculturel qui lui permet, par ses différents modes d'expression, de prendre sa place au milieu des autres comme sujet de droits et de devoirs. Une telle initiation communautaire à la vie est destinée à donner des clés pour se comprendre et assumer sa place au sein de la communauté. D'où l'importance des contes, des proverbes, des légendes, des mythes populaires et de bien d'autres supports de communication sociale qui indiquent toujours une sagesse pratique. L'apprentissage avait toujours une dimension opérationnelle de savoir-être et de savoir-faire. Savoir parler aux autres, savoir écouter les autres, savoir prendre la parole en public, savoir déchiffrer les langages codés, comme ceux des tambours et des objets d'art, participer d'une insertion sociale réussie. Comme partout ailleurs, en Afrique également les sociétés évoluent par la maîtrise de leur système de communication sociale. Dans ce contexte, l'initiation en général ou plus spécifiquement aux moyens de communication sociale n'a d'autre but que de maintenir l'équilibre social en permettant à l'initié de tenir sa place dans un rôle d'échange. Donner pour recevoir et recevoir pour donner participe d'une maturité sociale et invite à prendre une décision responsable en vue du bien commun, qui est également considéré comme le bien de chacun.
Une telle orientation indique pour l'Afrique, non pas une éducation aux médias dont le but serait de former l'esprit critique des individus pour les mettre à l'abri des effets supposés néfastes des médias, mais bien une initiation à la communication et aux médias qui ouvrirait de vrais espaces de savoir et de socialisation par la maîtrise des logiques communicationnelles de notre temps, et qui reposerait constamment des questions liées à la communauté comme dans tout processus d'initiation. Les pratiques d'éducation aux médias deviendraient ainsi des lieux d'initiation à un monde qui certes se définit comme le monde de l'information et de la communication, et qui pour cela a besoin d'être connu et compris par l'apprentissage de codes spécifiques, mais dont la complexité en réalité dépasse ce que les médias en disent. La mise en œuvre d'une telle éducation aux médias, qui deviendrait donc une initiation à la communication et aux médias, au moment où de plus en plus on fait usage du terme de médias sociaux, s'inspirerait des différentes formes de communication sociale traditionnelles, en identifiant leur support et en interprétant leur sens. À partir de là, il serait possible d'aborder les logiques communicationnelles modernes en privilégiant la question communautaire, donc politique également. De cette façon, les pratiques seraient mises au service du progrès humain et social, telles que les questions de manipulation, d'effets nocifs des médias, bien que devant être débattues, ne constitueraient pas la raison fondamentale qui guide les acteurs. Concrètement, l'initiation à la communication et aux médias privilégierait au moins deux axes. Si l'initiation a pour but d'aider chaque individu à prendre sa place dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire à s'engager au service de la vie en communauté, la démarche ici doit pouvoir travailler sur des thèmes qui valorisent la communication sociale autant que la maîtrise de ces supports modernes comme un lieu de progrès social. Si l'initiation intègre des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire, il faut alors promouvoir la créativité des jeunes en particulier au bénéfice et autour des questions spécifiques à l'Afrique. Dans ce learning by doing, l'Afrique doit être capable d'écrire ses propres images dans les médias en traitant de sujets endogènes avec des yeux nouveaux et créatifs. C'est ici qu'il faudrait interroger la mission de l'école en Afrique, ce qu'elle est et ce qu'elle désire être pour accompagner l'Afrique sur son chemin d'avenir. L'école comme lieu d'initiation à la communication et aux médias en Afrique. Ailleurs, la nécessité de l'éducation aux médias a favorisé un questionnement et un débat sur l'école, ses rapports avec les médias, et sur son éventuelle réforme en vue d'assumer de nouvelles missions en s'ouvrant aux réalités d'aujourd'hui. La nécessité admise de l'éducation aux médias en Afrique devient également une opportunité pour tenter de porter un regard sur l'école, ses missions, ses objectifs et son apport réel au devenir des sociétés africaines. Il est un fait que l'école dans sa forme actuelle en Afrique est un legs de la colonisation. Vu dans ce sens, c'est peut-être même le legs qui impacte le plus les structures sociales africaines, parce que plus que tout l'école génère des hommes et des femmes moulés dans une certaine conception du monde et des choses. L'expérience de tous ceux qui ont fait l'école en Afrique montre que celle-ci ne sert pas seulement à favoriser une insertion professionnelle. Elle est également un lieu de conditionnement par rapport à des savoirs qui en réalité n'ont pas toujours d'incidence réelle sur le devenir des sociétés africaines. En Afrique, c'est à l'école qu'on apprend à se dessaisir de ses traditions et de sa culture. C'est là qu'on apprend à déconsidérer les réalités africaines pour épouser des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire venus d'ailleurs et supposés plus gratifiants, et pour voir le monde à travers le regard des autres. Faut-il alors militer, comme Ivan Illich, pour une société sans école ? En réalité, à approfondir la réflexion, on remarque que ce n'est pas tant l'école, définie comme institution éducative, qui pose problème en Afrique ni ceux qui y enseignent. Mais bien ce qu'on y enseigne et comment cela est enseigné. Que l'école prépare à une insertion professionnelle est une chose. Que l'école ouvre des horizons en est une autre. Mais qu'en le faisant, elle desserve les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire africains est une question sur laquelle il est impossible de ne pas ouvrir le débat. Mais l'éducation aux médias dans un tel contexte doit éviter le piège des oppositions idéologiques postcoloniales, avec leur discours manichéen, pour s'inspirer d'un principe fondamental, le sens de l'initiation dans les sociétés traditionnelles. L'avantage d'une telle démarche, repensée dans le cadre de l'école, c'est qu'elle partirait d'une situation qui touche directement ou indirectement la plupart des apprenants, dont certains sont passés par la case de l'initiation traditionnelle.
Cela les situerait d'abord dans une logique qui les rapproche de l'histoire de leur société et de ses lieux d'invention, pour les ouvrir ensuite aux nouvelles interrogations qui émergent de la rencontre de cette société avec la société de l'information et de la communication. Plus que tout, l'école deviendrait un vrai lieu d'initiation, au sens de préparer les jeunes à être de vrais acteurs du monde dans lequel ils vivent. La découverte et la compréhension des logiques qui sous-tendent les pratiques traditionnelles de communication sociale aiderait alors à construire une initiation à la communication et aux médias contextuels et ouverte sur la vie sociale dans laquelle l'homme naît, vit et meurt, et en dehors de laquelle la vie individuelle perd de son sens. Dans cette logique, la communication elle-même assurerait, selon une pensée chère à John Dewey, une fonction éducative. Dewey 2004. L'initiation à la communication et aux médias ouvrirait également la question de la légitimité de l'initiateur enseignant, qui se trouverait en réalité protagoniste de véritables situations communicationnelles à gérer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.